Frédéric Cousin, préfa, protection temporaire et autres. On a déjà abordé le sujet, Frédéric. Donc je sais que tu vas être hyper efficace. Tous les gens qui râlent parce qu'ils vont poser des questions à poser, tu vas pouvoir y répondre parfaitement. On est d'accord, hein? Allez, installe-toi. Il y a la télécommande qui est ici. Donc tu es assistant technique à maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre. Tu es formateur. Toi, l'objectif, c'est de sécuriser le plus possible les projets. Donc on va pouvoir revenir sur vos questionnements. Et puis tu es Toré. Je vais pas le dire. Toerana Habitat. Eh C'est ben, pas facile à dire, mais il y en a quelques-uns moi. qui sont ici aussi. Toerana C'est une Habitat. coopérative d'activité. Ok. Et vous êtes nombreux? Ils sont où? Ah ben, ils t'ont laissé tout seul. Ouais, je crois. Ils osent pas, ils se cachent. Ah si, là-bas, au milieu. Okay. Allez, c'est parti. C'est parti. Je vais continuer dans cette dynamique sur la partie eau et je vais vous parler de la préfabrication, des protections temporaires et autres. L'idée, c'est de vous proposer des solutions concrètes qui fonctionnent sur des chantiers de moyenne, grande ampleur, voire même des petits chantiers. Hein. On en a de moins en moins en ce moment des petits chantiers, mais vous montrer des solutions qui fonctionnent. Donc, première image, un humidimètre invasif. Quand on dit invasif, c'est qu'il est planté, il arrive à cœur du matériau, on voit un petit peu ce qui se passe dedans. On lit 36% sur l'humidimètre. Dans ces cas-là, on commence à se dire « Oh là là, qu'est-ce qui va se passer ?» On panique. Donc voilà, je voudrais juste dire un mot sur le fait que ça arrive, c'est pas extrêmement grave. Il faut dire aussi que ça arrive dans les chantiers conventionnel. C'est quelque chose que je n'ai pas entendu là depuis le début, mais j'ai fait un peu de chantier conventionnel. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui sont là, qui ont déjà fait du chantier conventionnel. On peut vous faire des diaporamas version film d'horreur sur les chantiers conventionnels. On a énormément de désordre, et ce qu'on dit dans un chantier conventionnel, c'est que le désordre, c'est pas grave, on va le réparer, mais dans un chantier en biosourcé ou agrosourcé, c'est de la faute des matériaux biosourcés, agrosourcés. Donc c'est pas du tout le cas. Il y a aussi des dégradations dans les chantiers conventionnels. C'est important de le dire. La laine de verre ou la laine de roche, peu importe, va descendre, il va y avoir des ponts thermiques, il y a de l'eau, et parfois même on ne le voit pas. C'est-à-dire qu'on referme les cloisons, on referme les murs, et le désordre est toujours là, donc on l'ignore. Avec la paille, on a plus de mal à ignorer ce désordre-là parce qu'on le voit, ce désordre. On arrive à le voir. Les panneaux gonflent, il y a des couleurs, on a parlé de couleurs, de moisissures, etc. Je vais revenir dessus tout à l'heure. Donc il y a 4 mots là ici, c'est l'anticipation, l'adaptation, la conception et la protection. Donc on va évoquer tout ça. Donc là, l'humidimètre qui est planté là ici, c'est juste un défaut de protection de chantier. Sur un projet qui est en front de mer, le pare-pluie était posé au niveau de la toiture. Moi j'avais demandé en tant qu'ATMO, assistant technique, de ne surtout pas poser les caissons, de surtout pas poser la paille. Ils ont dit bon, non, c'est pas grave, on continue. Bah, pas de bol, il y a eu une tempête, le pare-pluie se levait et il s'est passé ce qui se passe là sur la photo. Donc ça arrive. La préfabrication, c'est pas un gage de sécurité. On a toujours l'impression que, comme on a un caisson qui est fermé avec des panneaux de chaque côté, vous les voyez là ici, hein, les panneaux. Donc on a ici un panneau qui est censé être côté intérieur, un panneau qui est censé être côté extérieur. Et là ici, sur la partie haute, il y a 2 possibilités d'entrée d'eau. Donc il y a des possibilités d'entrée d'eau pendant le transport, il y a le levage et il y a après un hors d'eau partiel ou un hors d'eau défaillant, parce que ça peut arriver. Donc l'eau, on a toujours l'impression qu'elle ne va pas passer, mais je vous assure que ça passe. L'eau, c'est incroyable, ça passe partout. Si vous avez par exemple une lisse haute qui est interrompue ou qui est séparée en 2 morceaux, bah, elle va passer. S'il y a un panneau qui est collé contre la lisse haute, j'ai dit lisse basse juste avant, je parle de la lisse haute, s'il y a un panneau qui est collé là ici contre cette lisse, c'est pas parce qu'il est collé contre la lisse que l'eau ne va pas passer. Donc il va falloir prendre des dispositions pour éviter ce genre de choses. Donc il va falloir l'anticiper. Première chose, entre la lisse haute et les panneaux, l'eau, si elle arrive sur les têtes de mur, elle va rentrer entre les deux, il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est une première voie d'infiltration. Deuxième voie d'infiltration, de l'autre côté, et au niveau des couturages. Si vous avez des couturages, même chose, on verra une toiture tout à l'heure, le couturage peut poser un problème d'infiltration. Ensuite, les assemblages, c'est-à-dire que les angles peuvent être très exposés aux intempéries, donc le vent qui va venir pousser, faire une pression sur l'angle de votre caisson, l'eau elle va pouvoir rentrer à cet endroit-là. Donc il va falloir
avoir de la vigilance. Donc la photo que vous voyez ici, moi j'ai essayé d'être soft sur les photos, j'ai vu qu'il y en a d'autres qui ont mis des trucs moins soft, mais quand on commence à démonter un mur comme ça, à faire des sondages, des petits trous, des creux, des trous de cycloche, etc., et à planter du millimètre, c'est vraiment compliqué. C'est toute une investigation à faire. On en reparlera vraiment à la fin du diaporama de comment on détecte cette eau. Mais l'idée, c'est de ne pas en arriver là. C'est de trouver des solutions techniques, pratiques, économiques de préférence, pour ne pas en arriver là, et d'avoir une vigilance de tout le monde sur le chantier. Donc ça passe par la conception, ça passe aussi par la mise en œuvre. Un exemple, là ici sur un projet dans le nord de la France, donc l'angle qui est ici, alors c'est étonnant, hein, mais je vais le pointer pour vous montrer précisément où c'est là, ici, à cet endroit-là. Et ben, c'est assez surprenant, mais même s'il y avait les protections de tête de mur ici, qui nous ont bien aidés, hein, parce qu'il y a eu une saison un petit peu compliquée, il y a des décalages chantiers. Je ne sais pas si vous connaissez un chantier qui n'a pas été vraiment décalé, mais c'est quand même assez rare. Donc souvent, on met le planning dans un truc idéal, c'est bon, on pose cet été, il n'y aura pas de problème, tout va bien se passer, et on subit 2, 3 mois, 4 mois, 5 mois de décalage de chantier, et on en arrive à une mauvaise saison. Donc là, le vent a fait pression sur la paroi, et l'eau est rentrée vraiment dans l'angle, là, ici, c'est étonnant, et donc on a dû changer les bottes de paille à cet endroit-là. Donc c'est quand même un point étonnant, mais il va falloir protéger ce genre de zone. Alors, qu'est-ce que vous dit le DTU ? Je dirais même les DTU par rapport à ça. Donc ça, c'est les règles de l'art. DTU 31.2 pour le mur ossature bois classique, DTU 31.4 pour la FOB, la façade ossature bois. Les spécifications, elles vous sont données. Pour les murs fermés ou non préfabriqués en atelier, peu importe, les éléments préfabriqués doivent recevoir une protection provisoire afin d'éviter une réhumidification en phase de transport ou de chantier. Le pare-pluie ou le pare-vapeur peuvent remplir ce rôle. C'est pas assez. Franchement, s'il y a des gens ici dans la salle qui travaillent à l'édition et la réédition des DTU, ayez la possibilité de changer ça et de faire une vraie protection des têtes de mur en préfabrication. Entre le transport, la phase de stockage, la phase de levage, l'attente d'avoir la couverture et les éventuelles défaillances de couverture, il peut y avoir pas mal d'infiltration. Hein. Et ce n'est pas lié à la paille, hein, c'est lié à tous les autres matériaux. Peu importe. Dans les règles professionnelles, on vous dit que les hauts de caisson, on a quelque chose qui est continu, sans tranche visible depuis le haut, ou protégé avec un dispositif d'étanchéité à l'eau définitif. Donc on demande déjà quelque chose d'un petit peu plus conséquent pour la protection des ouvrages en paille. Les photos que vous voyez ici, vous avez la phase de transport. Donc là, on va protéger les caissons en phase de transport pour éviter sur le trajet d'avoir des infiltrations dans les caissons. On pourrait très bien protéger aussi, et on devrait protéger ces caissons quand ils sont stockés sur le chantier. Alors le stockage chantier, c'est pas pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Il va falloir être vigilant, surtout qu'en général, les bâches qui sont mises dessus, c'est des bâches qui ne sont pas ouvertes à la diffusion de vapeur d'eau, donc on peut avoir du développement aussi d'humidité. Ce qui est proposé dans les règles, toujours, c'est de mettre sur les têtes de mur quelque chose d'étanche. On l'a vu juste avant, c'est encore écrit là sur le côté. Il y a plusieurs types de protection. Au début, on a commencé à mettre de l'EPDM, c'est du caoutchouc, on a commencé à mettre du plastique, mais on se pose des questions, à savoir que comme dans les parois, l'air chaud monte, emmène un petit peu d'humidité, on a eu des craintes quand même par rapport à un développement d'humidité. Donc on a aujourd'hui plein de dispositifs qui existent, qui sont dans le commerce. Ce que vous voyez là sur l'image, c'est une membrane autocollante. Alors il y a plein de marques, je ne veux pas faire la pub de qui que ce soit. Hein. Vous allez retrouver du Proclimat, vous allez retrouver du Siga, vous allez retrouver du Rotoblas, vous allez retrouver de l'Isocel. Il y a plein de marques qui font ça et il y a une certaine concurrence là-dessus. Donc les prix de ces dispositifs baissent. Ça a l'air de rien ça, mais quand ça vous évite une infiltration et quand ça vous évite de changer des bottes de paille dans un mur sur un projet qui est déjà levé, ça vous fait faire une sacrée économie financière. Et là, je parle vraiment aux entreprises et même aux maîtrises d'œuvre, aux maîtrises d'ouvrage. En termes d'image, c'est quand même bien d'éviter de démonter un mur et de changer les isolants. Donc, ce genre de dispositif, c'est intéressant. Vous avez la photo en haut qui vous montre un dispositif d'étanchéité vraiment fort, donc c'est un plastique. Et puis pour ceux qui ne veulent pas mettre des éléments polymères, on pourrait très bien mettre un panneau continu sur la tête de mur, éventuellement mettre un adhésif sur le côté de chaque côté pour pas que ça rentre en partie latérale si vous êtes très soumis aux intempéries, mais ça évite le genre de matériaux polymères. Ensuite, il faut que ce soit continu.
ça doit pas s'arrêter avant le panneau. Donc là, vous imaginez bien ce qui va se passer à cet endroit-là. Si on le laisse comme ça, vous allez avoir de l'eau qui va passer entre les deux. Donc il faut que ce soit continu et il faut que ça tienne. S'il y a un coup de vent et que ça s'envole, ça n'a pas grand intérêt. Donc voilà, grosse croix rouge, non, pas bien. Je ne reviens pas sur les élingues, etc. On l'a déjà dit, donc une fois que le mur est posé, on ne le voit pas bien sur la photo, mais il y a déjà un élément autocollant qui est mis dessus, là ici, une membrane autocollante qui revient sur chaque côté du caisson. Donc ce qui va être fait, c'est que quand ça va être levé, quand le caisson va être mis sur le chantier, on va enlever la partie d'élingue, on va mettre un adhésif au-dessus pour éviter d'avoir des voies d'eau. Parce que ce petit trou-là, qui est au niveau des sangles, eh bien, si il y a une pluie, je vous assure que ça passe, et ça passe massivement. Alors, autre chose, les attentions particulières. Vous avez aussi les menuiseries. Les menuiseries ne sont pas posées en préfabrication. Ça arrive de temps en temps, mais c'est quand même assez rare. Donc, imaginez un chantier exposé aux intempéries avec une allège qui n'est pas protégée. Vous allez avoir des infiltrations d'eau. Et encore une fois, vous allez devoir changer les isolants qui sont à l'intérieur, que ce soit en paille ou pas. Et donc, toute cette partie-là, là ici, il va falloir la protéger avec quelque chose qui va être continu, qui va être étanche pour éviter les infiltrations. On voit ici, je crois que j'ai mis des petites flèches. Voilà, c'est mieux avec les petites flèches. Donc on voit ici en haut, sur la photo de droite, une charpente industrielle qui a été utilisée sur ce projet-là, qui est un projet pour un bailleur social. Et donc, avant de poser cette charpente industrielle, il y avait une membrane au-dessus des caissons, étanche, une pièce de bois, et ensuite, toute la partie de charpente a été posée. Donc on évite les infiltrations. Et le charpentier qui a fait ça, il est là dans la pièce, dans la salle. Il pourra vous dire que si on n'avait pas mis ça, on était mal barré, on changeait toutes les bottes de paille. Donc là, pas de problème d'infiltration sur ce chantier. Je ne reviens pas là-dessus, mais voilà, je rejoins tout ce qui a été dit. Franchement, les chéneaux au-dessus des parois, faut vraiment, vraiment arrêter. Donc je passe cette partie-là. Ça, c'est un autre problème. On ne veut pas voir la gouttière. Donc, comme on ne veut pas voir la gouttière, on la dissimule dans le mur. Très mauvaise idée. Non, franchement, pitié, c'est au même niveau que le chéneau. Donc ça, c'est pas possible. J'ai essayé de me battre sur ce chantier pour éviter ce genre de choses, mais ils l'ont fait quand même. Franchement, si on ouvrait aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, j'en ai aucune idée. Il n'y a pas de désordre apparent, mais on ne sait pas. C'est trop dangereux de faire ce genre de choses. Donc oui, on la voit, la gouttière, oui, on la voit, la descente, mais au moins, on peut maintenir. Qu'est-ce qui nous dit que toute la vie, ça va durer comme ça? Donc il y a la décennale, c'est vrai, mais ce serait bien que le projet passe la décennale, ce serait quand même mieux. Et donc l'idée, c'est de faire des choses qu'on peut maintenir, qu'on peut voir et qu'on peut entretenir. Et c'est ça aussi le coût d'un bâtiment. C'est pas seulement le côté esthétique et puis les valeurs énergétiques du projet. Les toitures, donc c'est très vulnérable les toitures. Je vais parler des toitures plates après. Mais déjà, toiture inclinée, là il y a un couturage. Merci Émeric pour l'image. Mais il y a un couturage. Donc vous imaginez bien que si on laisse ça le soir, le week-end et qu'il y a une pluie, l'eau va s'infiltrer dans le couturage précisément à cet endroit-là. Donc il faut avoir une logique de pose et une logique de protection. Et ça se joue déjà dans la phase de conception. Une toiture plate. Alors, il y a deux types de toitures plates. Il y a les toitures plates ventilées, les toitures froides, les toitures chaudes. Déjà, au niveau des toitures chaudes, alarme, faites très attention à la migration de vapeur d'eau, c'est quand même assez dangereux. La toiture froide, elle est ventilée, celle-ci. Les isolants n'avaient pas été posés en fait dans cette toiture. Un chantier assez grand, 1000 m² au sol, c'est déjà pas mal, et une toiture quasi plate. Les caissons ont été protégés en phase de transport, en phase de stockage, au moment du levage aussi. Et là, on a une petite surprise. Et je vous partage cette surprise. Vous voyez où il y a la flèche jaune, on la voit bien sur l'image. Tout avait été protégé, sauf la tranche là, sur le côté du caisson. Les caissons ont été posés et on a eu une infiltration entre les caissons. Donc j'ai mis une petite flèche ici, mais globalement c'était un petit peu partout. Et donc l'eau, elle est rentrée par cette partie-là, elle est rentrée dans le caisson, elle s'est accumulée dedans et elle s'est posée sur le caisson du dessous. À tel point que, vous voyez, dernière petite image, je ne sais pas si certains ont vu le détail, mais il y a des membranes qui sont coupées parce qu'il fallait évacuer l'eau qui était passée dedans. On aurait mis les isolants, on était terminé. Donc ça, c'est des logiques de chantier, il faut réfléchir. Est-ce qu'un bâtiment de 1000 m² avec une grande emprise doit être isolé tout de suite dans les caissons? Est-ce que c'est une préfabrication complète? Il faut se poser la question.
Les humidimètres. Donc, il y a eu des questions sur Mm. les humidimètres, les types d'humidimètres, etc. Bah, il y en a plein. Il y en a plein, oui, mais qui marchent pas si évident que ça. Il faut un humidimètre quand même de bonne qualité. Il y en a qui sont plus ou moins précis. Et surtout un humidimètre pour la paille comprimée. Parce qu'il existe des humidimètres pour les andins. Ça, il faut absolument les éviter. On a testé énormément d'humidimètres. Il y a des décalages en général de quelques pourcents. Franchement, pour mesurer vraiment une infiltration, c'est pas très grave qu'il y ait une petite différence de 5%. Mais ce qu'il faudrait sur l'humidimètre, c'est une sonde de température. Ben oui, parce que quand l'eau, elle passe dans votre caisson, au début, elle est froide. Et puis après, quand au bout de quelques jours, ça va s'accumuler dans l'isolant, elle va se transformer, elle va devenir chaude. Il va y avoir du compostage. Donc le fait d'avoir une sonde de température dans l'humidimètre, ça peut vous aider à détecter des problèmes d'humidité. Le dernier qui est à droite, c'est un humidimètre à micro-ondes. On l'a testé bien malgré nous hein, sur un projet qui avait pris l'eau. C'est pas mal parce qu'on va l'étalonner sur une partie qui est saine et puis on va le balader comme ça. Il y a des nouvelles versions qui viennent de sortir. On va le balader comme ça sur la paroi et on va détecter quand il y a un problème et sans que ce soit invasif cette fois-ci. On ne va pas détruire la paroi. Donc encore une autre solution. La thermographie. Maud en a parlé juste avant. Attention au type de parement. Quand on a des vapours-blocs ou des panneaux ou des membranes qui sont un peu réfléchissantes, ben, on ne voit pas grand-chose. C'est pas évident. Et puis quand on a un vide technique ou quand on a un bardage, ben, on ne voit pas grand-chose non plus. Donc il faudrait faire cette tomographie avant de mettre tout ça. Donc il faut l'anticiper aussi. Quand ça vient de s'infiltrer, c'est froid, donc on voit des traces froides, et au bout de quelques semaines, quelques jours, on voit des traces chaudes. La photo du milieu, elle illustre une entreprise qui nous a dit bah, moi j'ai regardé, j'ai fait des trous de cycloche, j'ai mis l'humidimètre et il n'y a rien du tout. Bah, si, il y a quelque chose. L'eau, elle est passée dans la paroi, là c'était une toiture plate. L'eau dans une botte de paille ou dans de la paille, c'est un peu comme le jeu, vous savez, avec le palais et puis les petits clous là. Donc vous avez le palais là qui se balade dans les clous et puis en bas on ne sait pas à quel résultat ça va tomber. Et ben c'est exactement la même chose. Donc c'est difficile d'anticiper le trajet de l'eau dans de la paille comprimée. On démonte les panneaux et là on se rend compte qu'il y a des infiltrations. Une autre possibilité, c'est la photo de droite. Il n'est pas en train de faire un bisou à la paroi. Hein. C'est simplement qu'on a fait un trou de cycloche en haut de mur et comme l'air chaud monte, et quand il y a une petite odeur de compostage, une petite odeur de sous-bois, qui n'est pas désagréable, mais sauf quand on construit, on va venir sentir comme ça en haut de caisson et on va se dire, oula, attention, dans ce caisson-là, il y a peut-être un problème. Donc ça, c'est une autre technique, une autre pratique aussi. Et j'ai pas d'autres slides que ça, mais j'aurais très bien pu parler aussi de l'eau qui vient de l'intérieur des bâtiments. J'y ai repensé entre-temps parce que dans les règles professionnelles, on vous dit que la paille ne doit pas être à moins de 4 cm du sol intérieur fini. Pourquoi ? Parce que s'il y a par exemple une fuite ou si on fait un lavage à grande eau, il peut très bien y avoir des infiltrations d'eau dans les parois qui viennent de l'intérieur. Il y a eu un retour d'expérience, je pense que Nicolas qui est dans la salle pourra en parler aussi, Nicolas Canzian, une infiltration dans une paroi, l'assureur qui dit ah ben non, moi j'assure pas parce que c'est de la paille dans les murs. Mais non, on est en technique courante, on assure ce genre de choses. Mais les concepteurs doivent quand même anticiper le risque d'un éclatement, d'une canalisation, d'une fuite de machine à laver ou je ne sais quoi. Donc tout ça, ça s'anticipe encore une fois. D'où les mots-clés du début de la présentation. Et merci beaucoup. Et justement, au-delà de... J'en profite et tu seras applaudi tout à l'heure, promis, vous étiez prêts à applaudir. Au-delà de l'accident, je dirais, de l'humidité qui vient de l'intérieur du bâtiment, on avait une question tout à l'heure du public, comment gérer l'apport d'humidité en phase chantier, comme celle qu'apporte par exemple un coulage de chape liquide ? Oui, alors là, on a parlé, c'est Yannick qui l'a évoqué, la déshumidification. Il n'y a pas que ça, il y a aussi la ventilation du bâtiment. Donc c'est quelque chose qu'il faut maîtriser. Et j'ai oublié un point, et je pense que ça fait aussi suite à ça, c'est que les protections, par exemple, de tête de mur que j'ai présentées juste avant, il faudrait mettre une ligne dans le DPGF ou une ligne dans les appels d'offres pour dire, prévoyez-le, au moins le CCTP, au moins le DPGF, ces deux-là, je dirais, pour que ce soit prévu par l'entreprise et pas de piéger l'entreprise derrière et lui dire ah tu devais protéger les têtes de mur, tu devais mettre un déshumidificateur et là l'entreprise rajoute une rallonge. Maintenant on le prévoit tout de suite et au moins on évite bien des problèmes. Donc il met un montant à côté de la ligne et là on est sûr. Donc pour répondre à la question, ventilation par le fait de soit d'ouvrir les fenêtres ou de pas mettre les fenêtres tout de suite et déshumidification. Mais attention, pas un petit
déshumidificateurs, je recommence, Rupson, je sais pas quoi là, les super déshumidificateurs ultra efficaces en location avec une évacuation dans les réseaux d'évacuation d'eau usée. Merci beaucoup. Un truc qui marche. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions du public? Merci Maël. Vous m'entendez? Malstech, Batinature, c'est pas une question, c'est si. pour vous faire partager aussi mon expérience de charpentier. Je pense que nous, avec Batinature, parce que ça fait vraiment un petit moment que c'est plus moi qui fais les bâtiments, on en a fait plus de 250 en paille. Et des bâtiments mouillés, on en a eu quelques-uns. Et je voudrais rajouter que je pense que dans les pièces du marché, il faudrait absolument que la maîtrise d'œuvre, la maîtrise d'ouvrage, se donne l'occasion de faire déclencher un contrôle, comme on fait avec les tests d'infiltrométrie intermédiaire, au moment du test d'infiltrométrie intermédiaire, parce que c'est un moment où on peut aller vérifier s'il y a des dégâts, c'est un moment où les réparer, c'est pas très compliqué. Mettre cette ligne dans le marché, ça veut dire aussi demander aux entreprises de se positionner par rapport à ce risque, potentiellement de décrire une procédure d'intervention post-chantier, post-livraison, pour pouvoir intervenir et vérifier qu'elle a connaissance du risque, qu'elle a bien identifié le problème et comment elle va le réparer. Et puis la maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, va se permettre de déclencher ou ne pas déclencher, suivant le contexte du chantier. Parce que vous avez dit des trucs très vrais, le risque, il est quand on sort de l'atelier. Et le contrôle qui est demandé dans les règles pro, d'identifier la teneur en humidité des bottes de paille dans les règles pro, c'est à la livraison. Et le risque en préfabrication, il est dès qu'on sort de l'atelier. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose que les maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre devraient mettre en place. Merci pour ce retour d'expérience. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a Sabrina qui lève la main là-bas. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Merci de vous lever parce qu'on ne vous voit pas forcément d'ici. Oui. Alors merci de vous présenter avant d'intervenir et puis il faudra donner un micro à Sabrina après. Ok, merci. Sofiane Batnini, je suis constructeur paille et terre, donc pailleux terreux. Je profite d'avoir un spécialiste des humidimètres, donc je saute sur l'occasion. J'ai une question depuis un moment. Est-ce que, selon toi, les humidimètres donnent la valeur de taux de teneur en eau sur base sèche ou sur base humide réelle? Parce que du coup, si la valeur qu'on lit est sur base réelle, eh bien, il va falloir la corriger et donc elle va augmenter en fonction de la densité. Donc si on lit un 19, on a de grandes chances en fait, d'avoir 20, 21, 22 selon la densité de la paille. Donc est-ce que tu as une réponse à cette question? Il y a une petite confusion. En fait, quand on vous demande d'évaluer la masse volumique sur base sèche d'une botte de paille, c'est-à-dire qu'on prend d'abord l'humidité, sans parler de base sèche, quoi, tout ça, on prend l'humidité du matériau, et avec des tableaux d'analyse de l'annexe A1 des règles professionnelles, on va retirer le poids de cette humidité pour donner la densité sur base sèche. C'est pas l'humidimètre qui dit c'est sur base sèche, tout ça. Non, l'humidimètre, lui, il prend l'humidité dans le matériau, il donne le taux d'humidité du matériau. C'est juste ça. C'est que dans les règles pro, la teneur en eau aussi doit être donnée sur base sèche. Donc il y a une correction à faire aussi. C'est écrit dans les règles pro. En fait, quand on utilise les annexes, quand on donne la densité de la botte de paille, on la donne sur base sèche. C'est-à-dire que pour donner la densité en kilo par mètre cube de la botte de paille, c'est kilo par mètre cube sur base sèche. Donc on retire le poids de l'humidité qu'on a trouvé avec l'humidimètre pour donner sa densité sur base sèche. Un complément d'Emeric. Ouais, parce que je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Fred, mais c'était en complément par rapport à ce que tu voulais savoir, Sofiane, c'était que dans les humidimètres, en fait, le taux d'humidité, il peut être donné par rapport en pourcentage de masse ou en pourcentage de volume. Il ne faut pas se tromper. Et en fait, sur certains humidimètres, notamment le noir qu'on a vu tout à l'heure en gros plan, là, lui, on peut choisir de se mettre en masse ou pas, et on est censé se mettre en masse. Il y a beaucoup d'humidimètres sur le marché, on ne sait même pas ce qu'ils prennent. Donc on a un pourcentage d'humidité, mais on ne sait pas s'il est en masse ou en volume. Et en effet, typiquement, quand on change, en tout cas sur ceux où on peut changer l'un ou l'autre, il y a un décalage de plusieurs pourcents si on est en masse ou en volume. Voilà. En tout cas, si ta réponse est la bonne, il faut corriger les règles pro et enlever le taux d'humidité teneur en eau sur base sèche. Oui, c'est étonnant parce que c'est vrai qu'on est la seule technique où on prend en kilos par mètre cube sur base sèche. C'est vrai que c'est surprenant, mais c'est juste ça, on retire le poids de l'humidité pour donner la densité, c'est tout. Et sur les humidimètres, si vous voulez des humidimètres pour les expertises, vous avez les humidimètres qui sont validés par norme ISO. Donc vous allez pouvoir choisir des humidimètres un petit peu plus précis que certains parfois. Yannick, Ouais. sous-bois. Tu Par- peux te lever qu'on te voit bien, s'il te plaît? Merci. Par rapport à ça, je pense que quand il y a de l'eau qui rentre sur le chantier dans le bâtiment,
en fait, ça monte tellement vite que la question ne se pose pas vraiment, ce serait plus sur une expertise après coup, je pense. Merci pour ce complément. Sabrina. Je vais prendre, c'était juste faire un complément. Donc, tu parlais de déshumidification tout à l'heure, c'est indispensable. Mais attention, quand on parle de ventilation, on ne met pas en service le système de évidemment. ventilation du bâtiment. Non, ne pas de Oui, confusion. ça paraît évident, sauf que ça l'est pas toujours. Ah oui, mais tu as raison. Donc, je préfère le préciser. Ouais. Merci. Est-ce qu'il y a une... Luc. Oui, donc Luc Flossac, Écoétudes. Quand on a fixé les 20% dans les règles pro, c'était au doigt mouillé. Donc il faut aussi vous tranquilliser par C'était ça. le cas de dire. C'est le cas de le dire, justement. Et donc 19 ou 21, c'est pas très grave. C'est comme dans le bois ou dans le béton. Si vous mesurez l'humidité d'un bois qui est au milieu du Sahara ou à Londres, vous n'aurez pas le même taux d'humidité après 50 ans passés dans le climat ou après un an. Donc il faut le relativiser. Donc si on se trompe un peu de quelques pourcents, c'est pas très grave. Mais si ça a pris la flotte, vous le verrez monter vraiment fort. Merci Luc pour ces précisions. Je vous propose d'arrêter. C'est les règles pro. Allez, vas-y Mickaël, très rapidement sur les règles pro. Juste, je comprends d'où vient l'erreur, c'est parce que l'intitulé du tableau, page 32, c'est marqué teneur en eau sur poids sec de la paille. C'est juste une erreur dans l'intitulé du tableau. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Je vous propose de clôturer. Merci beaucoup Frédéric. On peut l'applaudir bien fort. Merci.